Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux Amphis, l'Université d'été de la France Insoumise, pour cette première journée et cette première séquence de formation sur les problématiques de race, racisme et antiracisme. Je suis Danielle Obono, députée de la France Insoumise, membre du groupe parlementaire, membre de la commission des lois, l'Assemblée nationale, qui traite des questions de droit, liberté fondamentale, dont les questions de racisme, et présidente du groupe d'études qui a été créé à l'initiative de notre groupe parlementaire sur racisme et discrimination raciale et religieuse. Je suis également membre de la coordination nationale et j'ai le plaisir d'animer cet atelier depuis quelques années maintenant avec Iman El Hamzaoui, qui est co-animatrice du groupe thématique sur les questions antiracisme et membre de la coordination nationale. Alors cet atelier est donc depuis plusieurs années maintenant un des ateliers de formation clés organisés aux Amphis, organisés aussi dans le cadre du cursus de formation mis en place par l'Institut La Boétie, parce que cette question de l'antiracisme et du coup de l'analyse de ce qu'est le racisme comme structure de la société française, de la société contemporaine, est une question stratégique pour notre mouvement, on en reparlera. Ce n'est pas simplement une formation intellectuelle, même si on fera référence à beaucoup d'auteurs et de chercheurs qui justement participent à éclairer notre propos sur lesquels on s'appuie et qui nous rendent toutes et tous plus intelligents au sens de comprendre le monde, mais parce que nous sommes précisément des marxistes. L'idée, c'est de comprendre le monde pour pouvoir le changer. Et la question de l'antiracisme est aujourd'hui une des questions clés face à l'offensive des classes dominantes pour qui le racisme est un instrument à la fois de division de notre camp social, mais aussi d'unification de leur camp, de leur base sociale. Et donc, il est important pour nous de comprendre cela, d'analyser, de décrypter, de comprendre comment ces mécanismes, surtout, ne sont pas simplement les expressions qui sont souvent prises pour l'explication et l'analyse de ce qu'est le racisme. C'est-à-dire qu'en règle générale, on va avoir y compris de manière, j'allais dire, de bonne foi, de manière massive dans la compréhension générale de ce qu'est le racisme, on va se focaliser sur des expressions individuelles, sur des propos ou des actes de personnes qui sont condamnables et qui devraient être condamnés. On va voir aussi que malheureusement là aussi ça pêche, qui sont punis par la loi ou quand ils ne le sont pas, qui devraient l'être. Il y a bien sûr cela, mais pour nous, il est essentiel, et pas que pour nous, pour nombre de militants et militantes depuis aussi longtemps que la lutte antiraciste existe, et pour nombre de chercheurs et des chercheuses dont nous allons parler, de comprendre qu'il ne s'agit là que de la partie émergée de ce qui est un système, une structure de la société. Pour reprendre les mots de Bell Hooks, une auteure afroféministe et antiraciste, elle disait « S'il est important que les individus travaillent à transformer leur conscience et s'efforcent d'être antiracistes, il est important de se souvenir que la lutte pour mettre fin à la suprématie blanche est une lutte pour transformer un système, une structure. » Et donc, pour commencer cette formation, il est important d'expliquer pourquoi il faut aller au-delà de ce qui apparaît comme le bon sens, de considérer le racisme comme l'expression d'un manque d'éducation, l'expression d'un manque de formation, l'expression y compris un fait purement générationnel. Il y a cette dimension, on y reviendra, dans l'évolution y compris de ces sujets, il y a cette dimension, mais ce n'est pas ça qui explique pourquoi en 2025, la France, l'Europe et le monde restent structurés par le racisme dans tous les aspects
de la vie quotidienne et jusque dans des formes comme on le voit malheureusement aujourd'hui, qui peuvent prendre la forme de génocide comme il se passe aujourd'hui à Gaza. C'est important dans cette approche aussi de rendre compte de l'historicité de ce dont on parle. Et nous nous appuyons là-dessus justement sur tous ces chercheurs qui ont une approche historique de la race et du racisme en expliquant que c'est un phénomène qui a une origine, un début. Justement, ce n'est pas de tout temps, de toute époque, depuis que l'humanité est humanité. Non, il y a un début, il y a un développement et il y a une fin, pour autant qu'on considère que l'histoire est faite par celles et ceux qui vivent dans les sociétés à travers des rapports de force, à travers d'une lutte des classes, et que c'est ça aussi qui fait changer, qui fait transformer la société, qui fait transformer y compris les idées à partir des conditions dans lesquelles les gens vivent et à partir du moment où ils les changent. Et nous sommes de cette tradition politique qui pensons effectivement que l'on peut et que l'on doit changer le cours des choses quand elles se déroulent comme aujourd'hui à travers les structures raciales de nos sociétés sur la base d'oppression contraire à notre idée de l'humanisme et qui sont des obstacles à l'émancipation individuelle et collective. Donc oui, ce n'est pas de tout temps et ce n'est pas une fatalité que nos sociétés soient structurées et construites sur des schémas raciaux de domination et de hiérarchisation. Ça a même, et c'est là-dessus que je vais commencer cet exposé, une date précise de développement et d'origine. Je vais commencer donc par vous parler de cette invention de la race et du racisme, dont on trouve des prémices bien plus tôt que ce qu'on évoque souvent, justement, quand on parle du racisme, on parle souvent des penseurs du XVIIIe siècle, on en parlera, donc d'une théorie, d'une idéologie qui se serait développée de manière assez tardive. Non, on retrouve des prémices en fait de la racialisation, de processus de racialisation très tôt en Europe, dans la péninsule ibérique, à partir d'une date qui va vous parler, je pense, quand je vous parle de 492, vous pensez Christophe Colomb, l'Amérique, le début de l'extermination des peuples d'Amérique et de la conquête du territoire. Oui, il y a ça, et ça joue par ailleurs dans la chronologie que je vais rappeler. Mais 492, c'est aussi un événement particulier dans la péninsule ibérique, c'est la chute de Grenade, du royaume musulman qui, depuis 800 ans, et s'est développé. Et pendant cette période, il y a eu de la part des rois et reines catholiques de l'époque un processus de reconquête. Il y a des références qui ont des échos aujourd'hui, mais ce n'est pas pour rien que cette référence a été utilisée. C'est important aussi de voir la filiation dans laquelle s'inscrit l'extrême droite. Cette reconquête, c'est une reconquête politique, militaire et religieuse, puisque le pouvoir politique et religieux, ce sont deux choses qui sont fondamentalement liées. À l'époque et pendant encore très très longtemps. Et dans ce processus de reconquête territoriale qui se termine en 492 avec la chute de Grenade, il y a aussi un processus idéologique important dont vous avez entendu parler, qui s'appelle l'Inquisition. Et dans le processus d'inquisition, il y a l'idée justement de régénérer la société chrétienne, d'en resolidifier les bases et aussi de s'assurer justement que le corps et la communauté soient bien à l'image de ce qu'on imagine être des bons chrétiens. Et donc, c'est dans ce processus qui est marqué de manière tragique et dramatique dès 492 avec l'expulsion des Juifs de la péninsule ibérique. Les premiers décrets sont signés par les rois catholiques dès mars. C'est en janvier, début janvier qu'a lieu la chute de Grenade. Et en mars, il y a les décrets d'expulsion des Juifs de la péninsule ibérique qui vont subir y compris nombre d'exactions, et c'est vraiment un processus d'épuration ethnique, pour reprendre les termes contemporains,
qui va avoir par ailleurs aussi d'autres conséquences dans la région. Mais ce qui se passe aussi à ce moment-là, c'est un processus qui va stigmatiser de manière précise des populations qui sont descendantes de juifs et de musulmans convertis au christianisme, ce qu'on appelle les maranes et les morisques, et qui vont subir justement les premiers éléments d'un processus de racialisation, puisque en vertu de la doctrine de la pureté du sang, c'est un terme qui est utilisé, on va considérer que ces populations qui sont établies depuis des siècles sur le territoire, qui sont intégrées à la vie, à la société, qui sont chrétiennes en tant que telles, qui pratiquent le rite chrétien, dont les ancêtres ont été convertis parfois de bon gré, souvent de force, il faut le reconnaître, comme c'était fait à l'époque. Mais on va considérer, selon la doctrine de pureté du sang, que ces populations ne sont pas vraiment des chrétiens, parce qu'on les soupçonne de continuer à pratiquer en cachette le rite de leurs ancêtres. Et on va avoir justement toutes les caractéristiques d'un processus de racialisation, puisque c'est lié à l'hérédité, le sang, et on va attacher justement à ces populations tous les stigmates négatifs liés aux populations juives et à l'exercice de leur culte, et aux populations musulmanes. Une différenciation et donc une hiérarchisation sur des critères héréditaires, la naturalisation des comportements sociaux, on va les soupçonner d'être des ennemis de l'intérieur qui comploteraient contre le culte et donc contre le pouvoir, puisque ces deux choses sont liées. Et la justification, y compris d'un système de domination, et c'est ça l'élément clé, puisque ces populations, les membres considérés comme pas des vrais chrétiens, vont être expulsés de leur charge quand ils avaient des charges dans les sociétés, etc. Donc ils vont subir des discriminations. Et à travers ces trois processus, ce sont les prémices, justement, qu'on déterminer un certain nombre de chercheurs, le fait que à ce moment-là, en Ibérie, le principe de pureté du sang présente les mêmes genres de déterminisme que les formes les plus récentes de racisme et contribue de manière identique à la structuration et à la légitimation d'inégalités sociales. Voilà un élément, je crois, qu'il est important, et y compris qui fait le lien avec le tournant qui a lieu au siècle suivant. Donc là, on est fin 15e, 16e siècle. Et ce qui se passe, 492 à nouveau, l'arrivée aux Amériques des conquistadors. Ils n'étaient pas les premiers à y être, d'autres y avaient été avant, mais ce qui va faire la bascule, c'est la colonisation de ces territoires, l'éradication génocidaire des peuples autochtones, qui vont être d'abord utilisés comme force de travail exploitée, etc., avec tout un débat, y compris sur le fait qu'ils pouvaient ou pas être considérés comme des chrétiens et donc être exemptés des formes les plus extrêmes de domination. Mais ce qui va être le tournant à ce moment-là, c'est le processus de traite esclavagiste qui va concerner essentiellement et quasi exclusivement au bout d'un certain temps, les populations déportées d'Afrique, du continent africain. Et c'est un tournant parce qu'on a à ce moment-là la conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord, un processus économique qui va structurer le fonctionnement des sociétés modernes, le fonctionnement, et qui va présider d'ailleurs à l'émergence du capitalisme en tant que tel, l'accumulation primitive à travers les ressources humaines, à travers l'exploitation du coton, de canne à sucre, etc. Ça, c'est l'accumulation primitive, comme disent les marxistes, du capital originellement, et autour de quoi va se structurer dans le temps de la société coloniale
esclavagistes aux Amériques et en même temps que se mettent en place des législations, y compris pour s'assurer de la bonne continuation à la fois de la traite esclavagiste et surtout de l'exploitation esclavagique de ces populations. Et c'est là que les distinctions raciales telles qu'on les connaît aujourd'hui vont se structurer avec l'enjeu de construction de la race, du concept et de l'identité, y compris juridique de race, comme un outil de justification et de maintien de ce système qui est, dès l'origine, secoué par les révoltes, par les révoltes, y compris violentes, et la résistance des personnes mises en esclavage, avec des phénomènes, y compris d'alliance, qui se forgent entre les populations aux Amériques qui sont soumises à l'exploitation et la surexploitation, y compris entre les personnes soumises en esclavage et les Européens blancs qui sont sous des statuts de servitude temporaire, mais où se constituent aussi des épisodes d'alliance de ce type-là qui mettent en permanence les sociétés esclavagistes sous la menace d'un renversement parce que les dominants, les colons, sont numériquement faibles. Et donc, c'est une société qui est construite sur la violence permanente et la peur permanente d'être renversée, et c'est ainsi que la race va constituer un élément. Alors il y a plusieurs écoles, certains qui disent que c'est au moment et dans la construction justement de cette société coloniale esclavagiste, d'autres disent que c'est juste après au bout de luttes, de révoltes des personnes directement victimes alliés aux abolitionnistes que la traite puis l'esclavage sont abolis, et que du coup la race devient l'élément qui permet en fait la perpétuation de l'exploitation sous une nouvelle forme, alors que l'on considère que c'est définitivement fait sous la période de l'esclavage, ou qu'en fait le basculement se fait au moment de l'abolition. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un tournant du XVIe au XVIIIe siècle qui fait de cette caractéristique l'élément central des sociétés modernes. Aurélia Michel, qui a fait tout un travail justement sur cette histoire-là, y compris qui tient compte de la particularité de la traite esclavagiste atlantique, puisque ce n'est pas le seul mode économique esclavagiste qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est pour répondre aux gens d'extrême droite qui vous sortent toujours la traite arabo-musulmane et ci et ça, pour dire, vous voyez, aussi les Arabes ont mis en esclavage des Noirs et autres. Bref, vous avez peut-être déjà entendu ces arguments. La particularité de la traite atlantique, c'est justement qu'elle est un des éléments fondateurs du capitalisme et de la modernité, ce qu'on appelle la modernité, qui est justement ce moment de l'histoire occidentale, puisque c'est l'Occident qui va exister à ce moment-là, mais plus tard qui va, du coup, par cette nouvelle mondialisation, y compris qui est la traite esclavagiste, et par l'impérialisme colonial qui va se développer, y compris à la suite de l'abolition, qui va structurer le monde et qui va structurer les cadres économiques, politiques et idéologique de l'histoire mondiale. Voilà pourquoi c'est un élément structurant et fondamental. Et pour revenir sur cette modernité qu'on appelait, que des chercheurs marxistes ont appelé la modernité raciale, pour revenir là-dessus, ça nécessite de revenir justement sur l'idée d'un progrès, des idées, des lumières qui ont permis justement la sortie de la servitude et du servage, qui ont permis de gagner des droits politiques et démocratiques, voire économiques pour les populations du continent européen. Oui, il y a eu ces processus.
aussi contradictoire, puisque quand on parle des droits démocratiques, on oublie la moitié de l'humanité déjà à l'époque. En fait, ce sont les droits, y compris les droits de l'homme blanc propriétaire, qui sont établis. On pourrait en discuter avec le camarade Léaumont sur les contradictions, y compris de la Révolution française à ce titre. Et bien sûr, les personnes mises en esclavage qui ne sont pas considérées, même si ça a fait des débats aussi pendant la Révolution. Mais pour revenir à cette idée de modernité raciale, d'abord, rappeler justement la dimension économique. C'est pour citer ce que analysait un fin connaisseur du capitalisme, un certain Karl Marx, qui disait à ce propos que l'esclavage direct est le pivot de l'industrie bourgeoise, aussi bien que les machines, le crédit, etc. Sans esclavage, vous n'avez pas de coton. Sans le coton, vous n'avez pas d'industrie moderne. C'est l'esclavage qui a donné leur valeur aux colonies. Ce sont les colonies qui ont créé le commerce de l'univers. C'est le commerce de l'univers qui est la condition de la grande industrie. Voilà ce que disait Karl Marx. Et pour appuyer ce propos, d'autres chercheurs, je pense à Cédric Robinson, qui parlait de capitalisme racial et qui a justement analysé comment l'économie moderne s'est structurée sur la base d'une hiérarchie raciale du travail et des populations. Et un récent ouvrage justement sur les origines du capitalisme de Maxine Berg et Pat Hudson rappelle également, ça a été publié en 2023, comment l'esclavage a donné au capitalisme moderne quelques-unes de ses structures fondamentales de production et de consommation et a promu les inégalités de race, de classe et des lieux qui ont caractérisé la Grande-Bretagne, puisque c'est les cas étudiés par ces économistes, et le reste du monde au cours des 3 derniers siècles. L'autre dimension de cette modernité raciale est celle politique, celle de la constitution et de la construction des États-nations en tant que tels qui régissent encore l'organisation de nos sociétés. Ces États-nations se sont construits en Europe en se définissant une appartenance nationale fondée sur l'exclusion des autres, perçus comme racialement différents. Et il y a une sorte de double mouvement qui a été analysé par de nombreuses générations de chercheurs, d'exclusion de l'intérieur et de l'extérieur et de formes d'exploitation. Ces autres, dans la construction des États-nations, sur le continent européen, ça va être principalement les Juifs, avec un antisémitisme structurel et structurant des identités nationales en Europe. Les Juifs, bien qu'intégrés à la société, sont construits comme un autre intérieur, perçu comme une menace pour l'unité nationale. Ce racisme antisémite cherche à exclure ou à éliminer ce groupe perçu comme une menace, puisqu'il ne peut pas être réduit à l'état de servage ou à l'état d'esclave, étant donné justement les droits démocratiques. Il va y avoir la conquête des droits civiques et politiques par les Juifs et qui ne peuvent pas être exploités de manière comparable au peuple colonisé. D'où la stigmatisation spécifique dont ils vont faire l'œuvre et qui va être un des éléments, encore une fois, structurants des identités européennes, de la France à l'Allemagne, etc. Dès cette période, je renvoie à ce qu'a pu écrire Hannah Arendt, les travaux également de Enzo Traverso sur la fin de la modernité juive, où il revient pas mal là-dessus. Double mouvement de racialisation dans la formation des États-nations, parce que c'est aussi dans ce moment que l'exploitation et la domination des peuples colonisés, population mise en esclavage, puis population colonisée, va être un des éléments constructeurs, en fait, de ces États et de ces identités, puisque ces peuples colonisés sont des sujets des empires et n'ont pas les mêmes droits démocratiques et politiques que les populations des métropoles, subissent une exploitation et une surexploitation qui est inscrite dans les lois, dans la législation, depuis le Code noir, jusque voilà,
toute la législation est construite, le droit des États est construit sur la racialisation des peuples colonisés et exploités. Et on a du coup ce double mouvement qui emprunte l'un à l'autre, puisque il y a un continuum entre les formes de stigmatisation qu'il va y avoir vis-à-vis des populations européennes juives, les formes de domination que vont prendre l'exploitation coloniale, qui empruntent les unes aux autres au cours de ces siècles, jusqu'à la continuité que marque de manière très radicale et claire Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, où il explique justement comment Hitler est dans la continuité des violences européenne, qu'il n'y a pas une rupture comme voilà, une certaine littérature a tenté de le faire croire entre le génocide des Juifs et les violences coloniales. Il y a un continuum des violences du fait de cette histoire de la modernité. Je vous renvoie à ce texte qui serait aujourd'hui taxé des pires épithètes, mais qui dit bien justement cette analyse structurelle de ce qu'est le racisme dans les sociétés occidentales. La troisième dimension, c'est celle à laquelle je faisais référence, la dimension idéologique qui a trouvé des points d'appui pseudo-scientifiques. Et c'est là où, en règle générale, quand on parle du racisme, on vous parle justement de ces théories raciales au XVIIIe, au XIXe siècle, qui ont effectivement permis de donner une dimension pseudo-scientifique, pseudo-objective à la racialisation. Mais je vous rappelle que ce processus-là est entamé depuis plusieurs siècles, du point de vue économique, du point de vue juridique, etc. Et que, oui, des théories raciales vont achever, j'allais dire, la justification de ce système. On peut citer un des premiers à avoir structuré cette pensée, c'est le naturaliste suédois Carl von Linné, qui, en 1735, va organiser, c'est un biologiste, il va organiser sur plusieurs éditions, excusez-moi, une classification en fait des espèces vivantes dans laquelle des êtres vivants dans lesquels il va nommer pour la première fois l'espèce humaine Homo sapiens et dans lesquels il situe dans la famille des primates et au sommet de la hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, il va diviser justement cette espèce en 6 variétés. Donc 4 nous intéressent particulièrement parce que c'est autour de ça que vont se structurer justement les hiérarchies raciales, avec d'un côté l'Americanus qu'il décrit comme rouge, bilieux, droit et régi par les coutumes, l'Europeanus blanc, sanguin, musculeux et régi par les lois, l'Asiaticus basané, mélancolique, raide et régi par l'opinion, l'affaire, noir, flegmatique, relâché et régi par le hasard. Et c'est autour des développements de justement cette classification sur laquelle vont s'inscrire les penseurs des siècles suivants, notamment Joseph Gobineau et son essai sur l'inégalité des races, et en liant justement ces descriptions biologistes avec des caractères, avec des valeurs et avec une hiérarchie qui est la structuration scientifique. On a aussi, dans une autre science, la philologie, au niveau des linguistes, un processus de ce type qui se développe à partir des études d'un linguiste qui, au début, en 1813, découvre une structure apparentée de langue commune qu'il va nommer les langues indo-européennes. Et puis, à partir de cette étude, vont se développer l'idée que des langues de famille, on va passer à une racialisation. Les locuteurs des langues indo-européennes sont les Aryens, des peuples
compris identifiés dans l'histoire, qui sont considérés comme dominants, tandis que les autres, les dominés, ce sont les sémites, parmi lesquels on trouve des juifs et des musulmans, pas que, mais aussi ceux-là, puisque ça va être un des éléments de racialisation des populations juives à travers l'antisémitisme, qui s'appuie sur le fait que les anciens peuples de langue indo-européens sont célébrés comme les ancêtres des Européens, avec toutes les valeurs qui leur ont assignées, tandis que les sémites, racialisés, puisque c'est à partir, encore une fois, d'une famille de langues qu'on va renvoyer des valeurs et qu'on va racialiser, qui sont parés de caractéristiques opposées à celles des Aryens. Et en fait, c'est une pensée qui va structurer une bonne partie des sciences, j'allais dire la quasi-totalité des sciences, de la philosophie. Et vous avez des grands penseurs, des grandes figures, par exemple, comme Ernest Renan, qui est une grande figure philosophique, écrivain, scientifique français. Même si lui n'adhère pas au déterminisme biologique, il va, par exemple, mettre en avant le rôle de la religion dans les différenciations entre Ariens et Sémites, les seconds étant, selon lui, moins capables d'atteindre la liberté de penser que les premiers, du fait de leur plus grande religiosité. Ils n'auraient ni mythologie, ni épopée, ni science, ni philosophie, ni fiction, ni art plastique, ni vie civile. Voilà, en fait, les matrices, un peu, les axes structurants de cette pensée raciale qui, encore une fois, j'allais dire, arrive à la fin de ce processus historique de plusieurs siècles, économique, politique et idéologique, pour constituer ce système de domination qu'est le racisme. Je voudrais maintenant, dans un deuxième temps, analyser avec vous le système en question, le racisme, en m'appuyant sur les travaux, donc notamment de Sarah Mazouz, je vous invite à lire le petit ouvrage qui se lit très vite, qui s'appelle Race, qui est édité aux éditions Anna Mosa, je crois, et qui fait une synthèse excellente sur le sujet, et qui explique quel est le discours critique qui est porté par ces chercheurs sur le fait que la race n'existe pas au sens que l'idéologie raciste lui confère. La race existe si on entend par là l'une des modalités sociales de la production des inégalités entre les groupes, et si l'on reconnaît que les sociétés, même quand elles se définissent comme non racistes, continuent à en être tributaires et à reposer sur des hiérarchies qui ont une dimension raciale. Le discours critique de la race désigne donc, par là, un rapport de pouvoir qui structure, selon des modalités diverses en fonction de contexte et des époques, la place sociale assignée à tel ou tel groupe au nom de ce qui est censé être une altérité de son origine. Voilà le cadre d'analyse qui est le nôtre et à partir duquel on identifie la mécanique raciste, pour reprendre le terme de Pierre Thévagnan, dans cette description d'un processus qui est loin d'être aussi irrationnel qu'on le présente souvent, c'est-à-dire en parlant de phobie, de peur, etc. Oui, il y a ces dimensions, mais il y a une cohérence en fait dans ce processus, et c'est important de comprendre comment il s'institue et se développe. Thévagnan identifie plusieurs étapes de cette mécanique raciste, en commençant par le processus de différenciation, c'est-à-dire le fait de polariser la conscience sur une différence qui va être fondée sur un critère complètement arbitraire, la couleur de peau, la culture, la religion. Et cette différence va subir une péjoration, c'est-à-dire transformée en quelque chose de négatif, en un stigmate. Les individus vont être ensuite réduits à ce stigmate, et donc quelqu'un qui a une couleur de peau noire, avec beaucoup de guillemets, parce qu'en fait, c'est pas noir comme couleur, pas plus que blanc, mais quelqu'un va être défini comme
un noir ou un arabe ou un musulman et va être réduit à cette différence transformée en stigmate qui va être naturalisée, c'est-à-dire que toutes les composantes de son identité, de son histoire, de sa personne vont être réduites et vont être essentialisées à ce stigmate. Et donc, on va passer de un noir à les noirs, les arabes, etc., à qui on va lier justement tout un certain nombre de comportements, d'idées, indépendamment de l'époque, de l'individu, des particularités. Et surtout, une étape importante, c'est le fait que tout cela va permettre la légitimation d'une égalité de traitement. Et c'est important dans justement l'analyse que nous, on a du racisme comme système, c'est que ce n'est pas simplement les préjugés dont voilà, qu'on a décrit là, les processus d'essentialisation. Il faut qu'il y ait une dimension de rapport social, de rapport de pouvoir, de capacité à produire une discrimination, produire une oppression pour qu'on considère de notre point de vue, le racisme en tant que tel, en tant que phénomène complet. Et donc, ce n'est pas simplement les préjugés. C'est donc notamment pour ça qu'on ne peut pas parler de racisme anti-blanc. Il peut y avoir des préjugés qui essentialisent les personnes dites blanches, qui sont, je rappelle, elles aussi, racialisées. Le blanc n'existe pas. La blanchité a été construite en même temps que les Noirs et l'amalgame en Noirs africains esclaves, et qui est une essentialisation. Donc ça fait partie du système. Voilà, dans la racialisation, en fait, tout le monde est racialisé en position de privilège ou de domination, mais il y a cette racialisation. Mais on ne peut pas parler de racisme anti-blanc puisqu'il n'y a pas de système économique, politique, idéologique qui justifie la domination et l'exploitation de l'ensemble des populations considérées comme blanches, qui par ailleurs évoluent. Je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Solène Brun, qui s'appelle « De la domination blanche » et qui explique justement comment les blancs sont devenus blancs. Certains ont rejoint la blanchité, d'autres en sont sortis. Il y en a qui sont toujours un peu à la limite. Donc voilà, mais il n'y a pas de système de domination globale, historique, etc. Il peut y avoir des préjugés racialisants, etc., mais pas de système. Et de ce point de vue, on ne peut pas parler de racisme anti-blanc. Un autre élément important de cette mécanique, et que pointe bien Thévagnan, c'est que justement, le racisme, ce n'est pas la peur de l'inconnu. On reprend en fait l'idée que c'est la peur de l'inconnu, mais en fait c'est la peur du bien connu, ou ce qu'on pense bien connaître, et que c'est ce processus-là qui participe d'un pseudo-savoir. On sait bien que, même si on n'en sait rien, même si on n'en a pas l'expérience concrète, on sait bien que, et qui produit une légitimation et une cohérence qu'on retrouve, y compris, on pourra avoir ces discussions-là sur la vision de l'idée que il y a de la rationalité, par exemple, dans la vision du monde qu'ont des électeurs du Rassemblement national qui voient et dont on explique, dont les dirigeants politiques expliquent en fait la réalité sociale à travers une matrice fondamentalement raciale. Je vous renvoie aux ouvrages sortis récemment sur justement les électeurs du Front National, où on voit comment la réalité sociale est expliquée en termes raciaux, ce qui fait que, il y a une cohérence en fait dans l'explication. Ce n'est pas quelque chose d'irrationnel, ça participe justement de cette mécanique raciale. Une autre, je vais terminer, j'essaie d'accélérer un peu sur deux autres dimensions de ce système de domination. D'abord, les transformations, puisque je vous rappelle la définition de la race et du système raciste l'inscrit dans des contextes, dans des époques, dans des sociétés. Et il y a donc une évolution des modalités de domination et d'oppression, des modalités d'assignation des groupes minorisés, en fonction des contextes et des époques. Je veux rapidement revenir sur deux formes de racisme. J'ai déjà évoqué la question, les origines, et on aura un débat aussi sur les regards croisés sur l'antisémitisme et l'islamophobie. Mais je voulais revenir donc sur la question de l'antisémitisme. Pour plusieurs raisons, on pourra en discuter.
en m'appuyant en premier lieu et en vous faisant référence à la déclaration de Jérusalem sur l'antisémitisme. C'est un document extrêmement important. Je vous invite à le lire, à le diffuser, parce que c'est une base très claire, justement, pour définir, y compris en tenant compte des contextes sociaux, politiques, d'énonciation, de quoi on parle quand on parle d'antisémitisme. Qui est malheureusement aujourd'hui instrumentalisé, y compris à des fins racistes. Donc cette déclaration de Jérusalem, qui a été formulée notamment en réponse à une définition de l'antisémitisme qui accolait des exemples faisant référence au soutien au peuple palestinien, et donc qui est souvent utilisé justement pour construire un amalgame entre la lutte du peuple palestinien et l'antisémitisme. Et donc cette définition de Jérusalem, qui explique dans ses lignes directrices comment le processus, l'antisémitisme s'inscrit dans les processus du coup d'essentialisation, c'est-à-dire le fait de considérer qu'un trait de caractère est inhérent à un groupe humain, ou de fait de faire des généralisations négatives à l'emporte-pièce à propos d'une population donnée, ce qui est vrai du racisme en général et l'est aussi de l'antisémitisme. Donc l'inscrire dans l'analyse que l'on fait du racisme, avec justement tous les préjugés antisémites qui existent sur l'idée que les juifs entretiennent un lien particulier avec les forces du mal, sur le fait que les juifs, le lien fantasmé entre les juifs et le mal, le fait qu'ils contrôlent en coulisses les gouvernements, que les banques leur appartiennent, etc. Il y a tout un ensemble de choses très précises et très utiles. Et puis il y a deux parties qui expliquent en quelques exemples ce qu'est au regard de Israël et Palestine de l'antisémitisme. Le fait, par exemple, de tenir les Juifs collectivement responsables de la conduite d'Israël, ou de traiter les Juifs simplement parce qu'ils sont Juifs comme des agents d'Israël. Et également, dans ce contexte-là, comment, quand on traite de l'Israël et de la Palestine, des exemples de ce qui ne relève pas de l'antisémitisme. Et donc ceux qui ont participé à cette définition, ce sont des chercheurs qui sont des spécialistes de la question de l'antisémitisme, de la question du génocide, de la question de l'histoire juive, du judaïsme, etc. Donc ce sont des personnes qui savent de quoi elles parlent, et qui expliquent donc que les exemples en question sont fournis par ailleurs indépendamment du fait que l'on approuve ou non le point de vue exprimé ou la démarche mise en œuvre, donc une contextualisation. Le fait de soutenir l'exigence de justice du peuple palestinien et sa recherche de l'obtention de l'intégralité de ses droits politiques, nationaux, civiques et humains, en conformité avec le droit international. Le fait de critiquer le sionisme ou s'y opposer en tant que forme de nationalisme, ou de plaider pour la mise en place des différents types de solutions constitutionnelles pour les Juifs et pour les Palestiniens dans la région située entre le Jourdain et la Méditerranée. Le fait de critiquer Israël en tant qu'État en s'appuyant sur des faits. Les mesures de boycott, de désinvestissement et de sanctions. Et il rajoute en dernier lieu qu'il n'y a nulle nécessité qu'un discours politique soit mesuré, proportionné ou modéré ou raisonnable pour être protégé en vertu de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits humains. Et voilà, de tout un ensemble de textes. Des critiques que certains pourraient considérer comme excessifs ou litigieuses, ou comme étant l'application d'une démarche de type deux poids deux mesures, ne sont pas intrinsèquement antisémites, etc. etc. J'appuie là-dessus parce que c'est l'objet aujourd'hui d'une polarisation et d'une instrumentalisation qui est délétère pour la lutte contre l'antisémitisme et qui participe du fait des amalgames qui sont faits à alimenter une autre forme d'antisémitisme qui est l'islamophobie. On y reviendra. Juste avant, je voudrais vous signaler un texte extrêmement clair et juste, qui s'appelle Erreur mémorielle, qui a été écrit en janvier 2024 par un essayiste indien qui s'appelle Pankaj Mishra, qui revient en fait, et il y a eu d'autres textes, notamment l'auteur russo-américaine Masha Gessen, sur le cas de l'Allemagne et la manière en fait qui pousse
comme trop souvent dans son histoire, jusqu'au point le plus excessif, les formes d'instrumentalisation. Et dans ce cas, la question de la mémoire du génocide, Masha Gessen, son texte était sorti en décembre 2023 dans The New Yorker. Il s'appelait In the Shadow of the Holocaust et qui revient sur l'instrumentalisation. Et puis le texte de Pankaj Mishra qui revient en fait, et c'est intéressant, parce que il revient sur justement cette histoire de l'Allemagne, sur la manière dont l'Allemagne a instrumentalisé la lutte contre l'antisémitisme à des fins de réhabilitation géopolitique et impérialiste, et qui revient y compris sur les présupposés antisémites qui ont permis de justifier, notamment de la part du chancelier Adenauer dans les années 60. C'est vraiment, il y a des passages assez hallucinants en fait qui reprennent tous les tropes antisémites pour dire en gros, maintenant comme les Juifs sont très puissants, notamment en Amérique, il faut être gentil avec eux, etc. Enfin, ça a l'air caricatural, mais c'est littéralement ce qui est dit à l'époque et qui justifie toute cette politique. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse qui n'est pas une parenthèse sur l'Allemagne, mais qui montre justement jusqu'à quel point l'instrumentalisation peut retourner complètement une lutte contre l'antisémitisme. Et ça a été aussi noté par Iris Efeds, qui a écrit un texte traduit par les camarades de Tzedek, qui s'appelle « Se convertir au sionisme, comment les descendants des nazis sont devenus les nouveaux juifs », qui est là aussi un truc assez hallucinant. J'invite à le lire, comme tout ce que fait Tzedek sur ce sujet. Et je vais aller très vite. Je ne vous parlerai pas de la question de l'islamophobie parce que ça prendra trop de temps, mais je vous renvoie à l'excellent ouvrage sur comment les élites françaises fabriquent le problème musulman de Abdelali Hajat et Marwan Mohamed, qu'on avait eu le plaisir d'accueillir aux amphis et qui était revenu notamment sur le rôle de l'islamophobie, une forme de racisme conspiratoire qui emprunte aussi à l'antisémitisme dans la forme conspiratoire du racisme, et comment c'est devenu un élément structurant aujourd'hui de la validation de l'extrême droite, de la normalisation de l'extrême droite et du lien qu'il y a au niveau des droites et de l'extrême droite. Donc, je vous renvoie à l'ouvrage et à l'intervention de Marwan Mohamed, qui est sur le site des amphis de 2022. Je voulais terminer rapidement, mais on aura l'occasion d'en parler dans la discussion, sur une dimension qui nous apparaît fondamentale, celle de l'intersectionnalité. Le mot est dit, le gros mot est lâché. L'intersectionnalité, pourquoi est-ce que c'est une approche qui nous semble fondamentale dans la manière dont on appréhende cette question du racisme? D'abord, rappeler que, contrairement aux caricatures qui en sont faites, et la manière dont c'est présenté dans les médias, y compris supposément de gauche, y compris de la part de chercheurs qui ont été pendant longtemps considérés comme des gens de gauche et des alliés, et qui, ces dernières années, ont été plutôt dans l'avant-garde réactionnaire sur ces sujets. La question de l'intersectionnalité est d'abord le produit d'une expérience individuelle et collective vécue, principalement par les femmes noires aux États-Unis d'Amérique, et pas juste dans les années 60, parce qu'on peut faire référence dès les premières vagues du féminisme dans l'histoire contemporaine. On peut faire référence à une activiste comme Sojourner Truth, qui en 1851 fait un discours qui s'appelle « Anti-a-Woman », « Ne suis-je pas une femme ?», qui a été reprise ensuite par Bell Hooks aussi dans les années 80 comme le titre de son recueil. Et Sojourner Truth qui explique en fait sa condition de femme noire et de femme travailleuse. Donc là aussi, revenir sur le mythe de l'intersectionnalité comme quelque chose de différent de la question de la classe, c'est dès le départ une articulation, dans le cas de Sojourner Truth en particulier, de la race, de la classe, du genre qui est posée. C'est ce que redisent un siècle plus tard les membres du Combahee River Collective, qui est une organisation issue des luttes féministes des années 60, mais aussi des luttes des droits civiques, et où elles expliquent en 1977 dans leur déclaration « Nous sommes un collectif de féministes noires qui se réunit depuis 1974. Depuis lors, nous avons commencé un processus de définition et de clarification politique, tout en poursuivant notre travail
dans les groupes auxquels nous appartenions. La définition la plus générale de notre politique actuelle peut se résumer comme suit. Nous sommes activement engagés dans la lutte contre l'oppression raciste, sexuelle, hétérosexuelle et de classe. Et nous nous donnons pour tâche particulière de développer une analyse et une pratique intégrée basée sur le fait que les principaux systèmes d'oppression sont imbriqués, interlocking en anglais, et ça renvoie ensuite au terme utilisé par Kimberlé Crenshaw dans les années 80. Elle va en fait analyser une série de cas juridiques, de processus de justice où des femmes noires, individuellement ou collectivement, vont aller en justice pour protester contre une discrimination. Il y a notamment le cas de General Motors où en fait General Motors employait des hommes noirs dans les ateliers et des femmes blanches dans les bureaux, et en fait les femmes noires étaient absolument absentes de la force de travail. Donc là aussi, la dimension de classe est un élément de base de l'analyse de l'intersectionnalité. Elle va aussi analyser la situation des femmes immigrées du fait de la loi, des lois anti-immigrés qui vont les rendre plus vulnérables aux violences domestiques, voilà, sur plusieurs cas. Donc en fait, c'est sur la base de ces travaux et dans l'histoire, dans la continuité de cette histoire-là, que s'inscrit Kimberlé Crenshaw pour ensuite conceptualiser le terme d'intersectionnalité, du coup, qui est une grille de lecture qui n'est pas simplement nord-américaine ou une importation, qui correspond à la réalité d'une histoire qui est aussi l'histoire en France, en Europe, du sexisme comme structure d'oppression de nos sociétés, et du racisme et de l'interconnexion de ces formes d'oppression, auxquelles on peut rajouter, parce que c'est une vision dynamique et c'est une grille de lecture dynamique, les questions de sexualité, les questions de handicap, etc., etc. Voilà pourquoi c'est une approche, encore une fois, il faut le voir de manière dynamique, il y a des critiques, il y a des angles morts, mais qui nous semble essentiel quand on se positionne pour, comme le disaient les féministes, savoir d'où on parle et de quelles conditions au pluriel on parle, parce que si on veut démanteler ce système d'oppression, il faut en comprendre les nœuds de concentration et les points sur lesquels il faut taper de toutes nos forces pour mettre à bas ce système raciste, sexiste, hétéronormatif, etc., etc. Alors, Daniel a expliqué que pour nous, je sais pas si on m'entend bien. Ouais. La race, bien sûr, on ne la définit pas, donc on utilise le terme de race, on ne le définit pas, on ne l'utilise pas dans son acception biologique, c'est-à-dire comme biologisation des différences, ou dans son acception anthropologique, comme division du genre humain en différentes catégories raciales. On utilise le terme de race comme une construction historique, c'est-à-dire un processus social qui a été créé à un moment donné, 1492, qui a un développement et qui donc, comme tout processus humain, est censé avoir une fin. Et notre travail, c'est de hâter cette fin. Mais la race, c'est aussi bien sûr un rapport de pouvoir qui structure la société. Et ce rapport de pouvoir se manifeste de différentes façons, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette partie. Alors, on se fonde beaucoup sur le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est un rapport publié chaque année que je vous invite à lire. Vous trouverez même un résumé sur le site de la CNCDH de 3-4 pages, et c'est très intéressant de voir le développement des perceptions et des préjugés racistes dans la société. La CNCDH, les chercheurs de la CNCDH, dont Vincent Tiberi, utilisent ce qu'on appelle l'indice longitudinal de tolérance. C'est un indice qui a été inventé par James Stinson, qui est fondé sur 65 questions. Sur 65 questions, et qui permet un petit peu de voir, de rassembler les différentes perceptions sur les catégories minorisées en France. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un indice qui va de 0 à 100 et qui est comparable dans le temps et qui est fait chaque année par la CNCDH. Donc on peut un petit peu voir l'évolution de la perméabilité de la société française aux préjugés racistes en fonction du temps. Ce qu'on observe, c'est une sorte d'amélioration tendancielle. Il y a une progression dans le bon sens. Les chercheurs l'expliquent par 3 facteurs. Le renouvellement générationnel, c'est-à-dire que les nouvelles générations sont moins empreintes de racisme, particulièrement de racisme biologique.
il y a également l'élévation du niveau de diplôme et ce que nous appelons la créolisation, c'est-à-dire la banalisation de la diversité. Cependant, on peut observer quelques chutes notables, notamment en 2005, et vous l'aurez deviné, c'est à cause du traitement médiatico-politique qu'il y a eu à la suite des révoltes, à la suite de la mort de Zied Bouna. Et il y a également une chute assez importante en 2014, et celle-ci intervient à la suite du projet de loi du mariage pour tous et du traitement raciste et négrophobe qui a été fait sur la personne de Christiane Taubira. Si vous vous en rappelez suffisamment, il y avait eu une offensive raciste très très violente à l'encontre de Christiane Taubira, et cela a eu une influence sur toute la société et a modelé la façon dont les personnes dans toute la société percevaient les personnes noires. Et donc, ce qu'on observe, c'est que le discours médiatico-politique a une importance très, très, très importante dans la façon, dans la construction de la perception de l'autre. Et c'est pour cela que des émissions, que des chaînes de télévision comme CNews, etc., et des personnalités politiques comme Bruno Retailleau ont véritablement un impact sur la société et qu'on n'a même pas besoin, entre guillemets, d'avoir le RN au pouvoir pour avoir une société qui est de plus en plus raciste. Donc, on a dit qu'il y avait une amélioration globale, mais cette amélioration globale, elle masque des disparités quant à l'intensité du rejet de certaines communautés particulières, parce qu'il y a des communautés qui sont particulièrement stigmatisées. C'est notamment le cas des Roms. Des Roms, des Tziganes, des voyageurs, qui forment le seul groupe testé pour lequel une majorité de personnes interrogées continuent de penser qu'ils forment un groupe à part dans la société. C'est plus de 60% des Français qui considèrent qu'ils forment un groupe à part dans la société. 57% des Français considèrent que les Roms ne veulent pas s'intégrer à la société française. Et ce qui est d'autant plus préoccupant, c'est les préjugés qui circulent sur les personnes roms et les voyageurs plus généralement, puisque 58% des Français estiment que les Roms exploitent leurs enfants. Donc on est véritablement dans une déshumanisation tout à fait complète et assumée contre les personnes roms. Et sans surprise, les musulmans sont le deuxième groupe le plus discriminé, le plus stigmatisé dans la société, puisque 46% des Français pensent que l'islam est une menace pour l'identité française et 22% des personnes interrogées pensent que les Français musulmans ne sont pas des Français comme les autres. Et là, il y a un clivage générationnel sur la perception de l'islam. Parce que 41% des moins de 35 ans ont une opinion positive de l'islam contre seulement 24% des plus de 60 ans. Et de façon plus générale, il y a un clivage générationnel dans la propension à être raciste. Et là, il y a un travail que peuvent faire les jeunes générations avec leur famille, avec leurs parents, avec leurs grands-parents. C'est ce qu'on appelle la socialisation ascendante. Et ce qu'on observe, c'est que grâce aux relations affectives qu'ont les parents et les grands-parents avec les jeunes générations qui leur expliquent encore et encore pourquoi est-ce que telle communauté n'est pas une communauté à part, etc., et qui déconstruisent tous les préjugés, eh bien cela a véritablement un impact sur la perception des différentes communautés. Et il y a bien sûr la perception des personnes noires, parce qu'on a encore 15% des Français qui estiment qu'il n'est pas grave de refuser le mariage d'un de ses enfants avec une personne noire. Donc on est encore dans cet imaginaire un peu américain du one drop of blood, etc. Donc voilà ce qu'il en est à peu près pour les perceptions des différentes catégories de population racisées. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a tout un imaginaire raciste qui a construit l'image du musulman comme un danger républicain parce que la pratique de sa croyance religieuse contreviendrait à la laïcité. La réalité, c'est que les personnes qui sont hostiles aux musulmans sont aussi les moins attachées à la laïcité. Donc cet argument est complètement caduc. On nous dit également que les musulmans sont un danger pour les libertés des femmes parce que les musulmans sont des masculinistes par essence, etc. Et encore une fois,
les personnes les plus islamophobes sont les personnes qui sont les moins attachées à l'égalité entre les hommes et les femmes et les plus critiques envers l'homosexualité. Donc, tous ces discours tenus par des Caroline Fourest, etc., sont complètement caducs et en fait sont juste une façon de masquer leur islamophobie. Et de la même façon, la xénophobie est la plus corrélée aux autres formes de haine. Et plus on s'oppose à l'égalité entre les femmes et les hommes et aux droits des personnes LGBTI+, plus on est xénophobe. Et de la même façon, puisqu'on nous explique souvent que l'antisémitisme serait aujourd'hui le seul fait des populations immigrées et des musulmans, c'est la théorie du nouvel antisémitisme qu'un certain, un éditorialiste dans un plateau de CNews, a appelé l'antisémitisme couscous. Alors, la réalité, c'est que l'antisémitisme est également très corrélé à l'islamophobie et très corrélé à la xénophobie. Donc, les personnes antisémites sont en réalité les mêmes personnes qui sont islamophobes et qui sont xénophobes. Et ce ne sont pas en majorité les personnes immigrées ou musulmanes, comme on a pu nous le faire croire. Voici un petit peu pour les perceptions, mais bien sûr, ces perceptions ont un effet dans la vie des personnes racisées. Elles impactent, elles transforment, elles réduisent le champ des possibles et la trajectoire de vie des personnes racisées. Et ça commence bien sûr avec des domaines très simples comme l'emploi. Il faut savoir que le taux de chômage des immigrés et des descendants d'immigrés est nettement supérieur à celui des personnes sans ascendance migratoire. On passe de 7% à peu près 12, voire 13%. Donc on a 5 points d'écart. Par ailleurs, on sait que les immigrés et les descendants d'immigrés sont surreprésentés dans les emplois très pénibles et qu'ils sont beaucoup plus exposés à la pauvreté. Le taux de pauvreté des immigrés est plus du double de la moyenne nationale. C'est 30%. Alors, à quoi est-ce dû ? La réalité, c'est que ça ne peut pas être dû au niveau de qualification parce que le niveau des diplômes des immigrés et des descendants d'immigrés est à peu près équivalent à celui des personnes dites sans ascendance migratoire. On est de l'ordre de 38, 39, 40%. Donc ça ne peut pas être dû à leur niveau de qualification. Un facteur explicatif est bien sûr les discriminations raciales. Et sur ça, je vais m'appuyer sur une étude de l'INSEE qui comprenait 2 dimensions. Une mesure objective de la discrimination à travers un testing de large ampleur. Un testing, ça signifie envoyer des CV équivalents avec des noms et éventuellement un genre différent et des noms qui laisseraient supposer des origines différentes. Et puis, il y avait un volet plus objectif qui portait sur la perception qu'ont les personnes de leur expérience discriminatoire. Et ce qui a été constaté par cette étude et démontré par cette étude, c'est que des candidatures de qualité comparables, distinguées uniquement par le nom qui laissait présupposer une certaine origine, recevaient une attention très différente des recruteurs. Très concrètement, ça voulait dire qu'il y avait un taux de rappel beaucoup plus bas pour les personnes supposées maghrébines. L'écart était de 10 points. On passait de 33% à 23%. Et le risque de rapporter une discrimination à l'embauche était 2 fois plus élevé pour les personnes supposées maghrébines. Et j'aimerais seulement vous faire savoir que la situation des hommes est plus défavorable que la situation des femmes dans les discriminations à l'emploi, en tout cas pour les personnes maghrébines. Mais les discriminations raciales à l'emploi peuvent également prendre la forme de discrimination religio-culturelle. Et là, je m'appuie sur une étude qui a été faite par l'Institut Montaigne et qui consistait à prendre des CV tout à fait similaires de personnes d'origine libanaise, donc qui avaient étudié au Liban, etc., qui avaient toutes le même patronyme, Haddad, qui est un patronyme très, très courant dans le Moyen-Orient, mais qui différaient uniquement par leur religion. Il y avait des Haddad, on envoyait des CV de Haddad catholiques, de Haddad juifs et de Haddad musulmans. Et ce qui a été démontré, c'est que la probabilité des candidats catholiques d'être rappelés par le recruteur était supérieure de 30% à celle de leurs homologues juifs et de 100% à celle de leurs homologues musulmans, soit 2 fois supérieure. Et donc, oui, la religion a un impact sur les discriminations à l'embauche, et j'aimerais même dire que souvent on nous parle de l'antisémitisme, on réduit l'antisémitisme seulement à des actes de haine, des actes de violence. Mais la réalité, c'est que les juifs
sont également soumis à des discriminations structurelles. Il y a également, bien sûr, les discriminations au logement. Et là, je m'appuie sur une étude du Défenseur des droits en 2016 qui montrait que l'origine ou la couleur de peau était le premier motif de discrimination dans la recherche d'un logement, bien devant le genre ou le handicap ou la situation familiale. Le fait d'être perçu comme non-blanc multipliait par 5 la probabilité de déclarer avoir subi une situation de discrimination dans la recherche d'un logement. Et plus grave encore, ces discriminations concernent tout autant le parc locatif social que le secteur locatif privé, ce qui signifie que l'État, qui est censé être le garant de l'égalité républicaine, est tout autant discriminant que le privé. Et donc non seulement l'État est défaillant dans la mise en place de ces politiques-là, mais il ne respecte même pas ses propres obligations. Il y a également un domaine dans lequel les discriminations raciales ont un impact très important, un impact même de vie ou de mort. Et c'est les discriminations dans l'accès aux soins. Parce que les femmes noires ont beaucoup moins de chances d'être prises en charge rapidement. Concrètement, un homme blanc a 50% de chances en plus d'être évalué en urgence vitale qu'une femme noire. C'est ce qu'on a souvent appelé le syndrome méditerranéen. Et les violences obstétricales sont d'une toute autre nature quand il s'agit de femmes supposées méditerranéennes ou africaines, parce qu'elles subissent beaucoup plus de violences lors des grossesses et des accouchements. Et bien sûr, on pourrait également prendre le cas des violences policières et d'autres types de discriminations que nous savons toutes et tous, mais on a voulu ici un petit peu se focaliser sur les discriminations qui, comme celles dans l'accès aux soins, qui étaient peu connues et qui sont pourtant très importantes. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le racisme affecte toutes les facettes de la vie des personnes racisées, elle impacte en réalité toutes les dimensions de leur existence. Et cela a un tel effet que ça détériore également leur santé mentale et leur santé physique. Il y a de nombreuses études qui ont été faites, dans une étude aux États-Unis qui prouvait que les personnes racisées mouraient plus tôt parce que tout simplement elles avaient plus de maladies cardiovasculaires, parce qu'elles vivaient dans un stress permanent. Mais en France, il y a encore trop peu d'études, mais il y en a quand même une qui montre que 56% des discriminations raciales entraînaient un impact psychologique plutôt important ou très important. Donc en réalité, ce n'est pas simplement une situation de confort ou d'égalité des chances, c'est véritablement la vie des personnes racisées qui est mise en danger à cause des discriminations et à cause du racisme. Mais la vie des personnes racisées est également mise en danger par les violences policières et par les violences à caractère raciste, puisque 1,2 million de personnes seraient victimes chaque année d'au moins une atteinte à caractère raciste ou xénophobe. Et en 2023, c'était seulement 1594 condamnations. Ça, c'est ce qu'on appelle le chiffre noir, c'est-à-dire la sous-évaluation du nombre d'agressions racistes. Et il peut s'expliquer par différents facteurs. Tout d'abord, de très nombreuses victimes ne vont pas porter plainte par peur, par découragement, par fatalisme, par peur des représailles. Mais il y a aussi le comportement de certains policiers qui, au lieu de prendre les plaintes, font passer un véritable interrogatoire aux victimes. Et je tiens juste à préciser pour vous toutes et tous qui êtes dans cette salle que les policiers n'ont pas le droit de ne pas prendre les plaintes. Et souvent, ils ne prennent pas les plaintes quand il s'agit, enfin souvent c'est arrivé qu'ils ne prennent pas des plaintes quand il s'agit d'agressions racistes. Et enfin, le personnel juridique a parfois une connaissance très limitée du droit antidiscriminatoire français et il oriente donc moins bien les Français victimes ou les personnes résidant en France qui sont victimes de discrimination raciale. Et donc, toutes les études, sans exception, prouvent l'ampleur des discriminations. Aucune étude ne vient contredire l'existence des discriminations et leur ampleur systémique. Donc, que fait l'État face à de telles discriminations ? Eh bien, l'État est défaillant, bien sûr, et ce n'est pas moi qui le dis, mais la Défenseur des droits qui juge qu'il y a un désengagement institutionnel très préoccupant. Le président de la CNCDH constate quant à lui que, et je le cite, la réponse politique paraît inexistante.
Et cette défaillance institutionnelle de la France est telle qu'elle nous a valu d'être épinglés par le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale qui avait alerté sur la persistance et l'ampleur des discours à caractère raciste et discriminatoire en France et demandé, entre autres choses, l'interdiction du profilage racial. Mais il est très clair, surtout au vu des derniers gouvernements, que lutter contre les discriminations raciales et lutter contre le racisme de façon générale n'était pas du tout la priorité de ce gouvernement, mais qu'il voulait plus aller dans une offensive raciste. Alors, nous avons vu ici un panel qui reste très grossier, des violences subies par les personnes racisées, soient-elles physiques, verbales, institutionnelles ou symboliques. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que les personnes racisées, avant de n'être victimes de ces rapports d'essentialisation et de ces violences, sont avant tout des sujets sociaux et politiques qui se sont constitués comme tels et qui se sont organisés pour combattre les oppressions qu'on a voulu leur faire subir. Et chacune de leurs victoires a été arrachée de la structure raciale de la société. Et on peut retracer une histoire de ces luttes sous la Ve République. La première génération antiraciste en France était donc 1960-1970 sous la Ve République, et elle naît d'un contexte très particulier. C'est la guerre d'indépendance de l'Algérie. Une main-d'œuvre étrangère vient des anciennes colonies, une main-d'œuvre qui a été voulue par le patronat. Cette importation de main-d'œuvre a été organisée par le patronat, mais à partir de la crise du choc pétrolier de 1973, l'immigration était perçue comme les immigrés étaient perçus comme une population excédentaire, et on a vu éclore le débat national sur l'immigration qui va devenir une habitude depuis, puisqu'on y a droit tous les 1 an et demi à peu près, on a droit à un projet de loi sur l'immigration. Il y a également la prise de conscience progressive d'une certaine gauche sur les questions de droit des personnes immigrées, en particulier des travailleurs immigrés, notamment lors des événements de mai 68. Et donc, ces premières luttes antiracistes vont être menées par les personnes racisées elles-mêmes. Et elles seront menées pour défendre leur dignité et se battre contre la surexploitation, comme celle des travailleurs, des ouvriers OS dans les usines de Boulogne-Billancourt, contre la ghettoisation, qui était organisée par les foyers Sonacotra, et contre les ratonnades d'extrême droite qui pouvaient aller jusqu'au meurtre. Et donc, ces travailleurs immigrés ont eux-mêmes lutté pour leurs droits et ont arraché des victoires. Et puis, lors des années 80, ça a été la deuxième génération d'immigrés qui a repris le flambeau. Et donc, cette deuxième génération, contrairement à la première, ce n'est pas une génération immigrée, c'est une génération qui est née en France, qui a grandi en France, qui est donc française, mais qui est quand même laissée en marge de la société. Et donc, de nombreuses mobilisations de cette nouvelle génération vont éclore dans la fameuse marche pour l'égalité. Et là, on verra la création de nouvelles associations, telles que SOS Racisme, qui se sont constituées dans le sillon de ces mobilisations et qui vont surtout porter leur action vers de la judiciarisation et des coups d'éclat médiatiques. Et cela va avoir pour conséquence, en réalité, de réduire les revendications des racisés, et en particulier des marcheurs qui étaient éminemment politiques, qui portaient sur la dimension structurelle du racisme dans la société et les institutions, puisque ces associations comme SOS Racisme vont réduire ces revendications politiques vers la seule lutte contre les discriminations. Et cette lutte contre les discriminations va être perçue sous l'angle d'un rapport interindividuel, c'est-à-dire qu'on arrêtera qu'elles vont avancer cette conception morale et libérale du racisme qui dira que le racisme n'est pas une structure de pouvoir, qu'elle n'est pas une structure qui façonne les rapports de pouvoir entre les individus, mais que c'est simplement le fait d'individus malveillants, mal intentionnés, qui, à un moment, font des actes isolés et délibérés. Et donc, on va se placer dans une approche tout à fait restrictive et individualisante du racisme. Et puis, depuis les années 2000,
et je pense qu'on est dans cette continuité-là. On assiste à l'émergence de mouvements portés par des racisés eux-mêmes qui se sont rassemblés sur leur expérience commune du racisme, qui s'appuient sur des concepts sociologiques et qui apportent une conception réellement politique de l'antiracisme. Ces mouvements critiquent notamment la notion d'universalisme et d'égalité républicaine et se donnent pour objectif de combattre le substrat colonial dans l'imaginaire français. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans la continuité de ces luttes et nous, notre objectif, c'est peut-être tout d'abord de rappeler que la lutte antiraciste n'est pas une lutte, comme certains disent, sociétale ou morale. C'est d'abord une lutte sociale, politique, démocratique et une lutte écologique. Et je vous renvoie ici à l'écologie décoloniale. Mais nous savons qu'une certaine gauche a longtemps théorisé que l'antiracisme était une lutte secondaire et que l'abolition du capitalisme entraînerait presque mécaniquement la fin de la structure de domination raciale. Eh bien, cette école de pensée, si on peut l'appeler comme ça, ne conçoit pas le racisme comme une structure de domination à part entière avec ses propres dynamiques, mais elle y voit une excroissance presque accidentelle du capitalisme, voire même une manœuvre de la classe dominante pour finalement détourner le prolétariat de la seule lutte qui vaille, à savoir la lutte anticapitaliste. C'est bien évidemment faux et je reprends ici les termes d'Amilcar Cabral qui disait que la déshumanisation systématique de certaines parties de l'humanité, donc le racisme, a été intimement liée à la naissance, à la croissance et à l'expansion continue du capital et reste la marque de son développement. La réalité, c'est que la construction de la race en tant que hiérarchisation de l'humanité est intimement liée à l'impérialisme capitaliste. Et l'impérialisme a été un processus nécessaire à la construction et au développement du capitalisme. Parce que le mode de production capitaliste porte en lui une logique d'expansion continue et a donc besoin d'élargir continuellement, indéfiniment, son champ de force productive, que ce soit par les terres qu'il va alors accaparer quand il colonise des territoires, ou bien par de la main-d'œuvre étrangère gratuite ou quasi gratuite avec l'esclavage et la colonisation. Et ça continue encore aujourd'hui, bien sûr, avec les immigrés, les descendants d'immigrés qui sont une main-d'œuvre bon marché pour le capital. Donc ces luttes doivent être menées de front parce qu'elles sont intrinsèquement liées et parce que notre conception de la lutte anticapitaliste n'est pas seulement une lutte contre un mode de production, mais bien une lutte pour l'émancipation des individus. Et il ne peut pas y avoir d'émancipation des uns tant qu'il y aura l'asservissement des autres. Mais si l'on observe l'intégralité du champ politique, on voit bien qu'une large partie de la classe politique ne s'embête même plus avec ce type d'argumentaire et dans une offensive raciste tout à fait assumée. Et nous avons donc, nous, le devoir de définir un contre-discours à ce narratif ethnique, cette vision raciste de la France, et notre contre-discours a au moins le mérite de décrire la vérité. Et c'est là que la créolisation entre en jeu. Parce que la créolisation telle qu'on l'entend définit un processus et non pas un projet. La créolisation définit un état de fait qui existe. La créolisation donne à voir ce qu'est la France aujourd'hui. Et la France aujourd'hui, c'est un tiers de la population qui n'existerait simplement pas sans l'immigration. Un tiers. Et donc, il faut réaliser, prendre la juste mesure de ce constat. Et dès lors qu'on prend la juste mesure de ce constat, on réalise l'absurdité totale de ceux qui prétendent, par des calculs d'apothicaires, chiffrer ce que l'immigration coûte à la France ou bien parlent de retour à une culture de souche. On ne peut pas connaître une société si on l'ampute du tiers de ses membres. Et je rappelle que la France est un pays, une terre d'immigration depuis très très longtemps. Et à la moitié du 19e siècle, quand tous nos voisins avaient des soldes migratoires négatifs, la France était une terre d'immigration. Et la France a même retranscrit le fait migratoire dans son droit, puisqu'elle a instauré dès 1851 le double droit du sol, alors que notre voisin outre-Rhin ne l'a fait qu'en 1999. Et donc la France est une terre d'immigration depuis très longtemps, et c'est peut-être là la véritable tradition française que veulent finalement travestir ceux d'extrême droite qui disent
qu'ils sont attachés aux traditions françaises. Et bien sûr, nous sommes ici dans une formation contre le racisme et je parle à dessein également des immigrés. Parce que je pense qu'il faut faire attention au nativisme qui est un danger. Et je pense que la lutte antiraciste et la lutte contre la xénophobie sont intimement liées, puisque le salut de ceux qui sont arrivés hier ne peut pas se trouver dans le purgatoire de ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Et nous avons tout un programme d'action que je vous invite à retrouver dans le livret antiracisme. Mais pour vous donner quelques mesures, nous voulons mettre en place le récépissé de contrôle d'identité pour lutter contre le contrôle au faciès. Et je vois qu'il y a quelques jours, Aurélien Taché s'est fait oui, par Bruno Taillot. Et nous considérons qu'il y a bel et bien des violences policières, parce qu'il y a des violences policières, c'est un fait, c'est reconnu par tout le monde. Et quand notre camp gagnera, nous voulons transformer l'institution policière de la cave au grenier, et nous le disons et nous le redirons, et c'est ce que nous ferons. Et entre autres mesures, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, nous voulons également multiplier les aires d'accueil, améliorer leur localisation et garantir l'accès aux droits pour les besoins essentiels pour les voyageurs, parce que nous savons aujourd'hui que l'État est défaillant, que l'État ne respecte même pas le droit quand il s'agit des populations roms. Nous voulons également instaurer le 4 février comme jour férié national en mémoire des victimes de l'esclavage, parce que ce n'est pas uniquement un sujet de la France ultramarine, c'est le sujet de toute la France et c'est l'histoire de toute la France qu'il s'agit ici de commémorer. Et il faut également reconnaître la responsabilité de la France dans le massacre des Algériens du 17 octobre 1961. Et je vous invite à regarder le livret pour l'ensemble des mesures que nous proposons. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va prendre peut-être quelques interventions rapides des camarades qui le souhaitent. On va alterner, c'est très bien. Il y a une camarade là. C'est toi? Ouais. Signalez-vous, on va alterner femmes-hommes ou non-binaires. Et si vous pouvez faire court, comme ça on aura plus de gens. Il est allumé normalement. Il est allumé. Ça marche pas? Si, il est allumé. Ah, appuie en bas. Une fois. Que je l'ai éteint en fait. Ah, tu l'as éteint? Ouais, mais il allume juste en appuyant. En fait, je voulais juste vous remercier, c'est pas grave. Je voulais vous remercier pour la performance, bon. Parce que débuter les amphis sur ce tempo-là. Merci à toutes les deux, formidable. Une question, est-ce qu'on va retrouver l'ensemble de la conférence sur la ligne? Parce que vous avez donné énormément de références. Moi, pour ma part, je n'ai pas réussi à les noter, il n'y avait pas de tableau. Donc voilà, je voulais vous remercier et juste dire un petit mot. Dans le vocabulaire français, il y a la xénophobie. On n'utilise jamais un autre mot qui s'appelle la xénophilie. Et je vous propose de développer l'emploi de ce terme-là, qui est donc l'amitié pour l'étranger. Merci pour votre conférence. Simplement pour répondre très rapidement, oui, ça va être mis en ligne dans les jours qui viennent. Oui, bonjour à tous. Alors moi je vais essayer de faire court, j'avais plein de remarques, mais j'en garderai pour la conférence sur l'analyse croisée du racisme et de l'antisémitisme. J'ai deux petites remarques. Une première, c'est sur le... Iman s'est beaucoup appuyé sur le rapport de la CNCDH. Je fais juste une petite remarque que c'est pas non plus un rapport c'est un rapport avec lequel il faut garder quand même un certain rapport critique, notamment sur les chiffres qui sont repris de l'antisémitisme, parce que c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Or, ces chiffres-là, il faut savoir, c'est des chiffres qui ne sont pas, comptabilisés par le ministère de l'Intérieur, mais par la SPCJ, qui est le service d'ordre du CRIF, en gros. Et c'est des chiffres qui sont complètement biaisés. Je vous invite à aller voir la méthodologie de comptage de ces chiffres, c'est absolument hallucinant. Ils considèrent par exemple comme un fait antisémite le fait qu'il y ait eu une manifestation place Saint-Augustin à Paris qui ensuite a voulu rejoindre l'ambassade d'Israël pour manifester contre le génocide. Et le fait que la France Insoumise ait appelé
à ce rassemblement qui a ensuite dérivé en manifestation sauvage est comptabilisé comme une part un fait antisémite, et le rapport considère que la France insoumise participe à l'antisémitisme du fait qu'elle y a appelé. Donc voilà, j'appelle à la vigilance sur ce point-là. Et deuxième point, j'avais une remarque sur... Daniel, tu as beaucoup défendu la méthodologie, enfin la méthode intersectionnelle. Moi, je posais la question si on ne pouvait pas avoir une critique de gauche de l'intersectionnalité, dans la mesure où nous, enfin en tout cas dans les milieux que je fréquente, on utilise plutôt le concept de consubstantialité, c'est un concept qui a été théorisé notamment, enfin qui a été un peu utilisé en France notamment par des sociologues comme Daniel Kergoat, qui en fait pense les interactions. Donc il ne s'agit pas de ne pas penser les interactions entre les systèmes d'oppression, mais il s'agit aussi de voir les contradictions et les antagonismes entre systèmes de contradiction. C'est-à-dire que toutes les contradictions ne sont pas à plat et ne vont pas nécessairement dans le même sens. La consubstantialité, elle part du principe que non seulement les oppressions fonctionnent ensemble, mais en plus de ça, se nourrissent les unes les autres. Et donc vous pouvez par exemple tout à fait avoir des luttes féministes qui renforcent le racisme, vous pouvez avoir des luttes de classe qui renforcent l'oppression de genre. Moi, l'exemple qui vient en tête, par exemple, ça a été la campagne Ni pute ni soumise, Ni pute des années 2000, où vous aviez des femmes qui pensaient que la priorité dans les quartiers pour lutter contre le sexisme était de mettre fin aux tournantes qu'il y avait dans les caves, dans les quartiers, ce qui est parce que je dis pas que c'est pas grave, mais du coup c'est une lutte qui très vite a été reprise par l'État, et donc ces représentants ont très vite été reçus par Jacques Chirac, par les gouvernements Sarkozy, les gouvernements de Villepin, etc. Et donc ça a aussi entraîné une forme de backlash contre les habitants des quartiers populaires. Donc c'est pour ça que pour moi la consubstantialité c'est un concept que je préfère, mais bon après c'est du pinaillage d'universitaire, on peut s'en passer. Voilà, c'était mes interventions, merci. J'avais une petite question par rapport au projet politique. En fait, étant donné la mondialisation, en fait, quel est le projet est-ce qu'il y a un projet d'international en fait par rapport à LFI? Parce qu'en fait, on sait que par notre consommation, à nous tous, peu importe notre race, notre classe sociale, en tant que Français, on entretient un système colonial et raciste. Je vais répondre. Par rapport à ce que tu dis, bien sûr qu'il y a des limites dans le rapport de la CNCDH. Et moi, je ne citerai pas le problème, y compris sur la manière de comptabiliser les actes antisémites. Il y a le problème de l'organisme qui le refaire, mais je pense qu'il y a un problème, y compris de sous-déclaration. Et d'amalgame de ce qui est antisémite et de ce qui est de la critique légitime. Donc il y a ces deux problèmes, mais je pense que la comptabilisation des actes antisémites subit aussi le même chiffre noir que les formes de racisme, parce que pour toutes les raisons qui ont été données. Par exemple, je vous avais peut-être vu passer il y a un an une violence policière qui avait lieu contre une femme juive dans un commissariat, qui était une violence policière sexiste et raciste, etc. Il n'est pas sûr qu'elle ait été comptabilisée ou recensée par le ministère de l'Intérieur comme un acte antisémite, alors qu'il peut être argumenté que c'était le cas. Donc voilà, il y a ces deux dimensions. Il y a d'autres dimensions, y compris sur la question des préjugés, mais ça reste vraiment... c'est un outil qui est critiquable, sur lequel on débat, y compris avec Vincent Tiberi, etc., mais qui est vraiment utile parce qu'il déconstruit vraiment tout ce qui est dit dans les médias et par les politiques. Et cette année, il dit clairement que le gouvernement a choisi de ne plus rien faire du peu qui était fait là-dessus. Après, sur la question, je connais pas, j'ai pas lu Kergoat là-dessus. Je pense que c'est ce que je disais sur la question de l'intersectionnalité, c'est un outil. Donc bien sûr qu'il y a des limites, qu'il y a des points morts, et que ce qui est décrit là
sur les contradictions qui existent, y compris dans la longue histoire. Quand je parlais des premières vagues du féminisme, il y a des contradictions dans le mouvement féministe et antiraciste aux États-Unis entre qui aura les droits civiques en premier, entre les femmes blanches ou les hommes noirs, etc. Il y a justement toute une histoire qui montre ces contradictions. On peut revenir jusqu'à aujourd'hui sur les phénomènes de type de fémonationalisme ou homonationalisme qui alimentent des formes de racisme, notamment la question de l'islamophobie au prétexte de la lutte pour les droits des femmes qui en fait y compris jusqu'à justifier le bombardement de ces femmes-là ou le génocide de ces femmes-là, etc. Donc bien sûr, et je pense que ça fait partie, et il faut réhabiliter ce débat qui n'est pas juste universitaire, en tout cas nous dans notre approche, qui nous rend le monde plus intelligible et qui est surtout un outil de lutte, parce qu'en définitive, y compris ce qu'ont porté des générations de militants et militantes antiracistes, féministes, etc., c'est de comprendre le monde pour pouvoir le changer, et pour nous, ce sont des outils extrêmement précieux. Et c'est le sens, y compris du travail que fait l'Institut La Boétie, d'être un espace qui permet le dialogue, y compris avec des auteurs, des chercheurs qui ne sont pas des insoumis, mais qui nous enrichissent de cela. Et pour finir sur la question de l'internationalisme, ça participe de cette idée-là. Nous, on s'inspire, et j'y ai fait référence beaucoup sur les chercheurs, les expériences historiques. Enfin, on fait partie d'une histoire internationaliste, et notre humanisme, il s'alimente de tout ça. Et bien sûr que la perspective de changement, elle se pense pas qu'en France ou pas qu'en Europe. C'est une perspective de changement international. Je vous renvoie, il va y avoir des débats au cours de ces amphis, justement sur la question internationale au niveau européen. Et c'est quelque chose qui fait partie de la lutte anti-raciste, comme ça a été dit. C'est lié à la question de l'impérialisme. C'est lié à toutes les luttes de libération et d'émancipation. Et donc, je vous invite à suivre les débats des amphis qui vont continuer ces discussions encore sur tous les sujets qu'on a pu aborder. Tout sera en ligne, ou quasiment tout sera en ligne sur le site de la France Insoumise pour ceux qui n'auront pas pu être là, ou pour ceux qui voudront les réécouter. Et je vous invite bien sûr à prendre contact aussi avec toutes les équipes, notamment thématiques, le groupe thématique antiraciste qui produit et aide à produire de la formation politique à travers le mouvement tout au long de l'année. Merci à tous et toutes.